Bonsoir à tous. C'est vrai. Merci, parce qu'on n'a pas de micro, c'est une petite salle, donc ils n'ont pas prévu de micro. Avant de laisser la parole à nos invités, on aimerait présenter l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc Critique de la raison européenne, CRE, Creux, enfin, on a décidé de l'appeler Creux, parce que tout le monde hésite encore. Donc cette association qui a été créée à Sciences Po il y a maintenant 3 ans. Je vois les fondateurs ici, Alexandre, il y avait Nicolas aussi, d'autres que je suis désolée de ne pas citer. Donc une association qu'on avait créée en partant du principe que dans les universités, on parlait trop peu de l'Union européenne, ou plutôt qu'on en parlait énormément, mais avec un point de vue unique, et uniquement amélioratif, angélique. Et donc cette association, qui s'est fondée à Sciences Po, tout un symbole, a pour vocation d'avoir un regard un peu plus critique, même beaucoup plus critique de la raison européenne, sur cette grande machine qui est devenue l'Union européenne. Avec un point de vue à peu près similaire, Alexandre et Natacha Polony qui sont là ont fondé, mais eux pour le milieu médiatique et pas universitaire, le comité Orwell, ce qui nous amène à leur poser la question pour laquelle la réponse attend un grand suspense, les médias sont-ils à la hauteur? Et donc voilà, nos invités, Alexandre de Vecchio, qui connaît de grands succès médiatiques depuis peu. Exagérons rien. Mais très modeste, mais bon, le Figaro Vox, donc j'imagine tout le monde dans cette salle connaît. Donc qui est la plateforme informatique du Figaro. De débat, plutôt qu'informatique. C'est un guide qui est la plateforme débat et opinion du Figaro. Donc qui est devenu chef de service au Figaro. Et qui est donc cofondateur du comité Orwell. Voilà, donc je vais laisser présenter Madame Polony. Donc comité Orwell qui s'attache à combattre la pensée unique dans les médias. Donc Natacha Polony, cette pensée unique, vous en avez, je pense, une certaine expérience, vous pourrez peut-être nous en parler. Donc bon, tout le monde connaît Natacha Polony ici, mais donc je rappelle qu'elle a été journaliste pour Marianne, pour Le Figaro, vous avez été au Grand Journal, vous avez été à On n'est pas couché, vous faites la revue de presse d'Europe 1 désormais. Vous vous êtes engagé il y a quelques années avec Chevènement, vous êtes anti-libéral, vous vous dites décroissante, quelque part entre Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Si vous feriez donc... Ne riez pas, il y a une cohérence profonde si on oublie tout ce qu'il y a entre Dupont-Aignan et Mélenchon. Et donc vous feriez, je pense, avec ce genre de positionnement, une excellente membre de critique de la raison européenne. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment sur l'école, et en 2015 vous avez publié Nous sommes la France, donc que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais dont on m'a dit le plus grand bien. C'est vrai. Non mais je suis franc, je ne suis pas comme les journalistes. Exactement. En effet, en général, quand on est journaliste, on ne dit pas « je n'ai pas lu votre livre ». Mais des post-it. On vient toujours avec le livre pour faire... On l'a ouvert 10 minutes avant l'émission pour surligner un passage qu'on citait à l'antenne. Ici, on est franc à critique de la raison européenne. Donc le sujet de ce soir, donc pour Europe, les médias sont-ils à la hauteur? Donc les questions liées à l'Union européenne, elles sont aujourd'hui fondamentales, le TAFTA, l'agriculture, la politique économique, la question de la Grèce, etc. Bon, l'Union européenne est partout dans l'actualité, mais les enjeux sont-ils correctement traités? On va avoir une réponse assez claire, je pense. Il apparaît clairement que non. Simplification, mépris, discours infantilisant, refus du débat. Bon voilà, les médias sont absolument pas à la hauteur sur la question de l'Europe. C'est mon avis, c'est l'avis d'un certain nombre de... Ça c'est un peu voilà. C'est un avis personnel, vous allez peut-être ne pas être d'accord, est-ce que le tableau est si sombre que ça, et s'il l'est, pourquoi, quelles sont les raisons, comment y remédier, etc. Non, je prétends pas faire la conférence à votre place, je sais que vous avez plus d'expérience pour le faire. Voilà, donc nos intervenants vont pouvoir nous éclairer sur cette question, et puis après il y aura une phase d'échange avec la salle. Voilà. On va se parler pendant à peu près 1 heure, chacun Voilà. tour. 30 minutes. Je peux vous répondre. Alexandre, veux-tu ouvrir le bal ou... Bon, moi je vais ouvrir. Vas-y. Je vais faire plus court peut-être. Alors, on a un bon élève qui a prévu ses papiers. Je vais peut-être commencer par une anecdote personnelle. Tout à l'heure, il y avait une image qui est renvoyée à cette anecdote. Parfois on me demande qu'est-ce qui m'a donné envie
de devenir journaliste, si c'est Éric Zemmour ou si c'est Natacha Polony. Bah, désolé Éric et désolé Natacha. En fait, celui qui m'a donné envie de devenir un journaliste, c'est Serge July. Ça va peut-être vous surprendre. Et je me souviens même de la date exacte. C'était le 30 mai 2005, après le référendum sur le traité constitutionnel européen. C'est pour ça que je faisais référence à l'image qu'il y avait tout à l'heure. Et dans un édito qui était intitulé Chef-d'œuvre masochiste, qui portait bien son nom, Julie insultait. Et bah justement, voilà, on en parle tout le temps. Moi, j'en ai gardé quelques phrases où on retrouve, je dirais, le triptyque parfait de la police de la pensée. Alors, ça commence par un désastre général et une épidémie de populistes qui emportent tout sur leur passage. La construction européenne, l'élargissement, les élites, la régulation du libéralisme, le réformisme, l'internationalisme, même la générosité. Donc là, on a l'accusation de populisme qui est en général classique lorsqu'on s'oppose à l'Europe. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment compris cette accusation parce que le terme populiste vient quand même du mot peuple. Je crois que le slogan au départ de Libération, c'était la cause du peuple. Donc je vois pas bien où est l'insulte. Mais il y avait ça, donc ça a commencé comme ça. Il y a aussi, ce sont des cris de douleur, de peur, d'angoisse et de colère que l'électorat de gauche a poussé dans les urnes. L'électorat de gauche dit qu'il n'est pas d'accord avec la politique européenne libérale. Jusqu'ici, c'est assez logique. Et on le psychiatrise. C'est pour ça que je parlais du triptyque de la police de la pensée. Donc il y a le populiste, la psychiatrisation. Et en troisième position, bien sûr, il y a la réduction ad Lepenum. Le Pen xénophobe, c'est son fonds de commerce. Mais que des dirigeants de gauche fassent campagne sur ce terrain, comme Chirac en 2002 sur l'insécurité, on croyait cette xénophobie-là impensable. Donc peu importe en fait si les nonistes n'avaient rien à voir avec Le Pen, il y avait même Laurent Fabius d'ailleurs à l'époque, il faut le rappeler, même si c'était un noniste d'opportunité. Donc je suis revenu sur cet édito parce qu'il est symbolique. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire du journalisme, mais c'est vrai qu'au lendemain de ce vote non qui avait donné beaucoup d'espoir, j'avais l'impression de ne pas retrouver ma voix et la voix d'un certain nombre de personnes dans la presse. Là, j'ai tapé sur Serge July, mais en fait, c'était assez général. Il n'y a qu'à l'époque Marianne qui, tout en soutenant le oui, avait quand même laissé de la place au débat, mais dans la presse écrite, ça n'avait pas été terrible, alors que sur le plan politique, pour le coup, ils avaient joué le jeu, et on avait vu qu'après un vrai débat démocratique, le résultat n'était pas celui qu'on attendait, puisqu'au début, les sondages donnaient le oui à 64-65%, si mes souvenirs sont bons, et finalement, on a eu le non à 55%, après un débat démocratique. Malheureusement, la presse n'a pas joué le jeu, et c'est vrai que, sincèrement, ça m'a donné envie de m'exprimer, en fait. Et donc voilà, et donc c'est amusant, plus de 11 ans après, de voir si on est toujours ou pas en 2005. Donc si les médias sont enfin à la hauteur. Donc on pourrait répondre non tout de suite, mais bon, j'aurais plus rien à dire. Donc je vous propose un plan en 3 parties, un peu comme les élèves de Sciences Po. Je vous propose d'abord d'analyser le traitement, en fait, le traitement médiatique de la question européenne en 2015, parce que je pense que c'est une année très importante, c'est très drôle, ça tombe 10 ans après le débat sur le traité constitutionnel, et l'Europe est confrontée à une double crise, crise migratoire, enfin crise de l'euro d'abord, à travers le cas grec, et après la crise migratoire. Donc je pense qu'on peut revenir là-dessus, voir un peu comment ça a été traité par les médias. Ensuite, je pense que ça vous intéressera encore plus, j'essaierai de vous parler un peu de mon expérience personnelle pour vous donner l'envers du décor, et particulièrement l'envers du décor du fonctionnement du journalisme web aujourd'hui, où je pense que je pourrais peut-être apporter un petit plus par rapport à Natacha. Et enfin, peut-être esquisser des pistes de solutions, enfin, si on a le temps de tout ça, mais voilà. Donc sur le traitement médiatique de l'actualité européenne en 2015, il y a d'abord le référendum grec qui fait écho finalement au référendum français de 2005, et là on se dit, bon, 10 ans après la plantade du non, les journalistes vont peut-être évoluer, le débat va peut-être bouger, et en fait ils ont évolué, je vous assure, mais en pire. Donc, je vous ai cité
quelques exemples. Par exemple, Le Monde. Hein. Ce qui est toujours étonnant dans ces cas-là, c'est que c'est la presse de gauche, hein. C'est pas parce que je suis au Figaro que je dis ça, mais qui est souvent la plus virulente et qui prend la tête de l'opposition. Donc, dans un éditorial non signé, Le Monde qui parle de piètre chantage d'Alexis Tsipras. Voilà, quand un dirigeant donne la parole au peuple, ça se transforme en chantage. Il parle d'un aveu de faiblesse politique. Et donc voilà. Donc ça c'est pour Le Monde. Libération, je vous en fais un petit panel, parle de propos irresponsables. Jean-Marie Colombani, qui est passé chez Slate, mais qui est toujours aussi virulent, parle de l'imposture Tsipras, d'un parti anti-européen, alors que franchement, pour le coup, Tsipras, pour moi, n'est pas très anti-européen, on l'a vu par la suite. Et puis d'abord, il y a plusieurs manières d'être européen, mais ça vous le savez. Et qui conduit son pays dans la passe. Donc voilà, il dit les dirigeants européens, quant à eux, ne peuvent pas abandonner les Grecs à leur triste gouvernement. Les Grecs méritent mieux que Tsipras et ses alliés, comme ils n'avaient pas hier mérité les colonels. Donc là, on a... c'est plus la réduction le pénum, c'est carrément... Bon, il oublie juste que Tsipras a été élu démocratiquement, donc c'est peut-être aux Grecs de juger s'ils ont besoin de quelqu'un de mieux que Tsipras. Donc voilà un peu dans le florilège. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Alors bon, je vous les fais tous. Donc Luc de Barochez, dans l'opinion, qui parle d'incompétence, d'irresponsabilité, voire de malhonnêteté de Syriza. Le référendum convoqué par Alexis Tsipras renvoie à la démocratie. Dévoie la démocratie, donc c'est le monde à l'envers, encore une fois. Donc on est vraiment, c'est marrant parce que c'est le comité Orwell, mais on est vraiment dans la novlangue orwellienne, avec la vérité qui signifie le mensonge qui signifie la vérité. On ne comprend plus très bien le sens des mots. Et à nouveau, Tsipras comparé à un maître chanteur. Je passe rapidement, je cite Le Figaro pour être équitable. Finalement, c'est pas le plus virulent. Le référendum que propose au grec Alexis Tsipras a tout d'un leurre. L'appel au peuple de Tsipras n'est qu'un coup politique camouflé sous le masque de la démocratie directe. Bon, on est dans la même rhétorique. Cela dit, très honnêtement, il y a eu plusieurs points de vue au Figaro, et puis ça me choque moins que la presse de droite, finalement, défende ce point de vue-là, que la presse de gauche, puisque Syriza est censé quand même être un élu de gauche. Et enfin, le meilleur pour la fin, Arnaud Le Parmentier, qui me ferait presque regretter Serge Julie, qui parle de la Grèce qui doit trouver un accord avec les Européens, signé par Alexis Tsipras ou un autre, peu importe. Donc là, il s'assoit carrément sur la démocratie. Et ensuite, je vous assure, il nous fait le scénario du push. Donc il nous explique comment Alexis Tsipras doit sortir. Il nous révèle également que Berlusconi a été victime plus ou moins d'un push, ainsi que Papandreou quand il voulait justement proposer un référendum. Donc quand les dirigeants ne veulent plus faire la politique qui est dictée par Bruxelles, on peut s'arranger, faire un push. Donc c'est quand même assez étonnant de la part de gens qui se prétendent démocrates, plus démocrates que les autres, qui donnent des leçons de tolérance à tout le monde. On arrive à défendre une politique pushiste. Hein. J'y reviens, c'est quasiment les termes qu'il a employés. Donc voilà, ça c'est pour les éditorialistes et c'est pour le traitement de la crise de l'euro, où on voit qu'on a la même rhétorique finalement qu'en 2005, qui n'a pas bougé d'un pouce. Toutefois, je serais malhonnête si je disais que rien n'avait bougé. Et c'est pas pour pousser un cri de victoire, parce que la presse Internet est loin d'être parfaite, mais je pense qu'Internet, et pas spécialement la presse d'ailleurs, a quand même modifié un certain nombre de choses. De manière intéressante, ça avait déjà commencé en 2005, c'était le début des blogs, et là, ça a persévéré, et c'est vrai qu'il y a eu des espaces de débat, pas tellement dans les grands quotidiens, pas tellement sur les chaînes de télé, mais Internet a permis de faire entendre notre voix, ce qu'il faut tout de même souligner. Donc ça c'est pour la première crise européenne de 2015, crise finalement économique qui pose la question de l'euro central. Je crois que les élites politiques et médiatiques ne veulent pas poser, c'est vraiment le tabou
le tabou absolu, et finalement, l'issue de tout ça, ça a quand même montré qu'il était difficile d'avoir une politique indépendante hors de l'euro. Donc ça c'est intéressant, et ça a été malheureusement assez peu noté par les grands éditorialistes des grands organes de presse traditionnels. La deuxième crise de 2015 qui est intéressante, c'est un autre tabou européen, même s'il faut bien dire qu'il est moins fort, c'est le tabou des frontières, avec la crise des migrants. Alors il faut se souvenir comment elle commence. Aujourd'hui, les lignes ont un peu bougé face à la réalité, mais elle commence avec la photo d'Elan, qui est une photo dramatique. Il faut pas, voilà, c'est normal qu'elle suscite l'indignation, mais est-ce que la presse doit être forcément dans l'émotion? On a quand même eu une déferlante qui a été accentuée pour le coup par le net, par les chaînes d'infos en continu, où on a eu cette image en boucle et pas de discours critique derrière, ou du moins pas dans un premier temps. Et donc on a eu l'extension du domaine de la culpabilité, je dirais, plus l'exaltation, c'est ce qui était encore plus problématique, de la politique de Madame Merkel. Donc voilà, on a même eu une du Point, je pense que le plus spectaculaire c'était la une du Point qui regrettait qu'on n'ait pas de Merkel en France. Moi je suis pour le pluralisme, donc ils ont d'accord, ils peuvent défendre ces positions-là, mais quand ils se trompent c'est aussi bien de revenir en arrière, on les entend plus beaucoup après Cologne. Donc on voit la crise des migrants est uniquement traitée sous l'angle du chantage émotionnel. Alors voilà, je vais vous raconter une anecdote parce que j'étais à l'intérieur. Donc moi, j'appelle Michel Onfray parce que je me dis, voilà, on va pouvoir mettre un peu de raison, et puis en plus il est de gauche, c'est pratique, il ne sera pas fascisé. Et il m'a perdu. C'est ta faute. Et il m'a perdu. Après Serge July, on a donc Laurent Geoffrin qui, dans les 2 jours suivants, nous ressort Michel Onfray fait le jeu du FN. Donc on est toujours dans la même chose, au lieu de poser le débat, parce qu'il y a un vrai débat, je ne suis pas sûr qu'on puisse laisser les migrants les bras croisés, mais derrière la question des migrants, il y a des enjeux fondamentaux. Il y a la question de l'exode des pays du Sud vers les pays du Nord, qui à mon avis va être l'enjeu du siècle prochain. Il y a bien sûr la question des frontières européennes, et tout ça s'est réduit à Michel Onfray fait le jeu du FN, donc c'est un peu problématique. Donc là j'ai envie de vous citer une phrase d'Orwell que j'ai retrouvée, mais qui est assez incroyable parce qu'elle résume en fait les pratiques de rhétorique journalistique qui sont encore employées aujourd'hui. Il dit « L'argument selon lequel il ne faudrait pas dire certaines vérités car cela ferait le jeu de telle ou telle force sinistre est malhonnête, en ce sens que les gens n'y ont recours que lorsque cela leur convient personnellement. Sous-jacent à cet argument se retrouve habituellement le désir de faire de la propagande pour quelques intérêts partisans et de museler les critiques en les accusant d'être objectivement réactionnaires. » Donc c'est assez incroyable puisque Orwell écrit ça après la guerre et on en est toujours au même point, et ça ne permet pas de faire émerger un vrai débat démocratique. Cela dit, sur les frontières, il faut être totalement honnête, et c'est là que c'est intéressant qu'on voit que la situation a évolué aussi par rapport à 2005, c'est qu'il y a quand même eu du pluralisme. À la limite, que je trouve ça regrettable que Libération résume ça à faire le jeu du FN, puisqu'il y a un vrai débat derrière, mais que Libération dise oui, on est pour l'ouverture des frontières, etc. C'est leur droit. Et en face, on a eu effectivement le Figaro, qui était pour je dis Libération, le Figaro, mais une presse de droite, à part la presse libérale comme l'Opinion, mais pareil, elle était dans son rôle, qui avait un discours plus de fermeture des frontières, etc. Donc on était dans un débat plus équilibré, mais ce qui nous montre finalement quelque chose, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, le vrai tabou européen, il est sur les frontières, mais il est surtout sur la question économique. Dans la presse, on va le voir après, sur le fonctionnement de la presse, qui détient la presse, etc. Là où c'est plus dur de faire avancer les choses, et on va essayer de le faire au comité Orwell, mais dans la mesure de nos possibilités, c'est sur le débat économique, en particulier le débat sur la sortie de l'euro.
Ce qui nous amène à la deuxième partie, comment ça marche derrière. En réalité, il y a un véritable système, je dirais, économico-politico-médiatique, puisque les médias sont concentrés entre les mains d'une poignée de riches industriels. Quand on voit comme ça, enfin vous avez quand même, je pense, vous savez certaines choses, mais le public lambda se dit qu'il y a un vrai pluralisme, puisqu'il y a des centaines, voire des milliers de médias. J'ai travaillé un tout petit peu, et en fait on se rend compte que ce millier de médias est détenu par une poignée de mêmes personnes. Et quand je dis une poignée, c'est vraiment une poignée. Donc Xavier Niel, patron de Free, et donc Pierre Berger et Picasse détiennent à eux seuls Le Monde, Le Nouvel Obs, Télérama, La Vie, le Huffington Post, Courrier International, l'Obs, Rue 89 et Le Plus. Donc vous voyez qu'il y a une concentration de la presse de gauche entre les mains des mêmes industriels, et finalement la presse traduit cette vision. Donc que la presse soit détenue par des industriels, ça me gêne pas du tout. Malheureusement, on est aussi réduit à ça pour survivre aujourd'hui. Mais il y a un problème de concentration qui fait qu'il n'y a pas de pluralisme, et qu'il y a une vision qui est défendue, une seule, mis à part l'humanité. Il y a finalement une seule gauche qui est représentée aujourd'hui dans la presse. Je continue. Martin Bouygues, qui est le principal actionnaire du groupe TF1, et qui détient également LCI et une dizaine de chaînes sur la TNT plus Métro. Bon, le groupe Bolloré, c'est pareil, donc Canal+, iTélé, D8, D17, copropriétaire également de Direct Matin. Voilà. Nouveau venu sur le marché, Patrick Drahi, donc le patron de Numéricable, qui est en train de dépecer au passage l'Express, et qui détient donc Libération, l'Express, l'Expansion, Mieux vivre votre argent, Point de vue, Lire et même Studio Ciné Live. Donc voilà, sans oublier la chaîne franco-israélienne I24 News. Donc même vous, je pense que vous n'imaginez pas que les industriels avaient un panel aussi large de chaînes. Alors je ne dis pas qu'ils dictent la ligne du journal, mais c'est pas sans influence quand même. Et Bernard Arnault, donc Les Échos, et bientôt le Parisien aujourd'hui en France qu'il est en train de racheter. On pourrait rajouter pour la presse régionale, on n'y pense pas, Bernard Tapie et Jean-Michel Baillet, exactement, pour la Provence. Oui, maintenant Madame ex-Baillet, voilà, nouvelle Madame Fabius. Exactement, merci de voter les mots de la bulle. Donc voilà, ça vous explique. Voilà, j'ai fait un peu de name dropping, mais ça parle finalement, et je pense que ça dit quelque chose du fait qu'il n'y a pas une pluralité d'opinions représentées aujourd'hui. Donc ça, à la limite, Natacha, je pense, va vous le redire et vous le dira mieux que moi. Là, par contre, où j'ai eu une expertise, entre guillemets, ou encore plus d'expérience vécue, c'est peut-être sur la question du journalisme web, où on pourrait croire que c'est un nouvel espace plus libre. Et en réalité, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, on a des problèmes qui, bon, déjà, c'est pareil, le web est aussi détenu par ces grands groupes, mais je pense que là, le problème est plus un problème de modèle économique et de modèle journalistique qu'autre chose. Je dirais qu'il y a une deuxième révolution industrielle qui a produit la mécanisation du travail. Aujourd'hui, il y a une troisième révolution industrielle qui est la révolution numérique, et qui est en train de produire finalement la mécanisation du travail journalistique et de transformer le journaliste en travailleur à la chaîne. Comment ça se passe le travail dans une rédaction web? Aujourd'hui, on est extrêmement, enfin je dis on est, j'ai la chance de travailler dans un espace un peu particulier, mais la majorité des journalistes web sont absolument dépendants de l'AFP, qui est un peu le ministère de la vérité journalistique, et qui en fait fait, elle, le vrai travail journalistique, puisque les autres n'ont pas les moyens de fournir de l'info en continu. Et là, on est aussi dans la dictature du news pour le news. Il faut produire de l'info sans avoir le temps de vérifier les faits, sans approfondir les contenus. Et donc le travail de journaliste web en majorité consiste à bâtonner les dépêches, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire reproduire des dépêches AFP à la chaîne. Et quand je vous dis que c'est à la chaîne, c'est vraiment à la chaîne. Moi, avant de travailler au Figaro, Vogue, je travaillais à Atlantico. Alors c'est pareil, j'avais la chance de travailler dans le pôle décryptage qui était un peu différent, mais au pôle news. Alors eux, ils n'avaient pas l'AFP.
Mais le mieux du mieux, c'est qu'ils n'avaient pas l'AFP, mais qu'il faut être dans la course à l'info en continu et au clic. Et donc, ils recopiaient les articles des autres qui étaient eux-mêmes recopiés sur l'AFP, ce qui leur a valu quelques menaces de procès de l'AFP. Passons. Voilà donc le mode de fonctionnement. Ça, c'est dû au fait aussi qu'on n'a pas de modèle économique, je crois, sur le web. Le gratuit ne fait pas que du bien, et puis il y a aussi que le modèle est en crise, et là pour le coup on pâtit des journalistes papier qui ont occupé le haut du pavé avant nous, qui restent en place, malgré voilà, des chiffres de vente difficiles. Et moi je suis pas sûr que c'est juste parce que le web fait des choses en gratuit. Je pense qu'il y a un problème dans ce métier justement de pluralisme et d'innovation, ce qui fait que les gens ne se retrouvent pas forcément dans le papier. Donc on a un journaliste à deux vitesses, un journaliste papier où il y a des choses extraordinaires, à cracher non plus sur ce que font les autres, mais qui reste un journaliste de la classe supérieure, si j'ai envie de dire, et un journaliste des ouvriers qui est le journalisme du web, et donc qui produit de l'info en continu sans vérification des sources et sans approfondissement. J'ai une anecdote amusante là-dessus. Par exemple, je savais à peu près comment fonctionnait l'AFP, mais je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai essayé de diffuser le sondage du comité Orwell pour le premier colloque du comité Orwell. Donc l'idée, c'était de faire de la pub pour faire venir les autres journalistes, enfin, qui daignent faire des articles sur nous. Donc moi, je prends mon téléphone et j'essaie d'appeler des copains. Et donc c'est compliqué, hein, etc. Et donc j'appelle le sondeur qui me dit « Vous inquiétez pas, on a l'habitude, on va faire une dépêche AFP. Et je vais même vous la rédiger pour vous. » Et donc il la rédige pour nous. Voilà, c'est quelque chose d'assez flatteur. Et en fait, elle s'est retrouvée telle quelle sur tous les sites d'information français. Donc parfois on dit qu'il y a un blocage idéologique, sans doute, mais il y a aussi un manque de moyens, parfois un peu de paresse, qui fait que les journalistes sont totalement dépendants de l'AFP et reproduisent. Moi, il y avait mon numéro, il y avait celui de Natacha sur la dépêche, personne ne nous a appelés et tout le monde a tout reproduit dans les mêmes termes. On aurait pu écrire à peu près n'importe quoi. C'était la même chose, dire qu'on avait 10 000 adhérents la prochaine fois. Et donc voilà. Et oui, je pense que la prochaine fois, on va muscler la chose. Donc voilà, donc c'est un exemple du mode de fonctionnement, parce qu'on est dans un secteur en crise économique, et aussi parce que, j'en reviens à la question des propriétaires de la presse, n'ont pas forcément une vision journalistique. On a vu, c'est des patrons de grands groupes, c'est pas tous des passionnés par la presse, ils défendent une vision du monde, ils défendent aussi leur intérêt économique, ce qui est normal, et du coup on a un métier, je crois, assez sclérosé, difficile. Vous ne pouvez pas forcément d'être journaliste aujourd'hui, et qui produit de l'insatisfaction, parce que comme on l'a vu avec le comité Orwell, voilà, la majorité des gens pensent que l'information est très très mal traitée en France. Donc ça, c'était un des éléments d'explication. L'autre élément d'explication aussi, toujours dans le journalisme web, parce que voilà, l'une de mes expériences aussi, c'est que j'ai fait une école de journalisme, voilà, bien obligé aussi, parce que c'est un moyen d'avoir un peu de réseau. Et finalement, on se rend compte quand on fait ce genre d'école que dès le départ, il y a une vision extrêmement technicienne du métier de journaliste. Quand je parlais de travail à la chaîne, voilà, le premier cours, c'est nous apprendre à rédiger une dépêche, c'est-à-dire le papier le plus creux possible, pour rendre hommage au CRE. Ensuite, on nous apprend à rédiger un article web. Donc ça ne doit pas dépasser 3000 signes, il doit y avoir des liens partout. Et voilà, et le but, c'est que le lecteur ne s'ennuie pas trop et puisse le lire rapidement sur son portable. Moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai fait exactement l'inverse sur Figaro Vox, c'est-à-dire, je pense que certains connaissent, généralement les articles font 10 voire 15 000 signes, parfois plus, et c'est quand même un grand succès. Donc se méfier de cette espèce de conformisme dans lequel on nous met, mais cela dit, je serais malhonnête de dire on nous met, parce que voilà, j'ai fait une école, le directeur était quand même plutôt ouvert à un certain pluralisme.
On avait des conférences avec des politiques qui allaient de Jean-Marie Le Pen à Olivier Besancenot, en passant par Michel Rocard, enfin je cite les noms qui me viennent, des politiques, des intellectuels, Alain Finkielkraut, Michel Serres, etc. Et je me souviens très bien que c'était vraiment quelque chose que pour les élèves avaient une aversion absolue. Ils doivent vous prendre pour des fous à nous inviter dans une conférence, mais les journalistes, il faut le savoir, ont une aversion absolue aujourd'hui, enfin les jeunes journalistes de mon époque, je pense que ça a pas mal bougé, avaient une aversion absolue pour le débat d'idées. Ils avaient l'idée que le métier était, que le journaliste était un simple passeur, c'est vrai, mais qui devait faire un travail presque mécanique. Sans se rendre compte que parfois dans ce travail mécanique, il y avait aussi la défense d'une idéologie. Ça tenait aussi aux méthodes de recrutement, je pense. Les 3/4 avaient fait Sciences Po, je suis pas sûr que pour le coup c'était une très bonne école. Pardonnez. Donc voilà, donc un élément de solution, ça peut être par exemple la suppression des écoles de journalisme, parce que je crois finalement que c'était mieux quand les gens arrivaient dans le journalisme parce qu'ils avaient une expertise. Je pense à Natacha, finalement, tu as commencé, je crois, dans J'étais prof. Tu étais prof, mais ensuite tu as suivi l'éducation. Du coup, je suis devenue journaliste spécialisée sur les questions d'éducation. Sur les questions d'éducation, mais tu savais de quoi... Je savais de quoi je parlais. Exactement, donc je pense que c'est vrai que dans le métier, autrefois, c'était la règle. Aujourd'hui, les médias sont tellement en crise qu'il faut un système de sélection qui n'est pas toujours très méritocratique d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les écoles coûtent extrêmement cher, que pour les préparer, c'est un budget. Bon, moi j'avais la chance d'être boursier, etc. Mais du coup, en plus de tout le reste, c'est une sélection qui se fait quand même par l'argent. Donc voilà, tout ça pose des problèmes. Et donc il y a une vraie réflexion également à mener sur les écoles de journalisme. Alors pour les pistes de solutions, on est quand même dans... je suis pas magicien. Je suis pas magicien, mais je suis assez content en fait d'être ici. Je me dis que moi, si je compare justement à mon école de journalisme avec des gens qui avaient fait Sciences Po, je pense que ça aurait été impossible il y a ne serait-ce que 5 ans, voire 2 ou 3 ans. Donc bravo. Donc je vois qu'il y a une génération qui est en train de naître. Je crois que c'est dû également à un certain nombre de choses. Par exemple, la Manif pour tous a, je pense, pas mal compté, mais qui est armée pour le combat culturel. Et effectivement, c'est une vraie étape. Je pense que le web est malgré tout... Alors j'ai fait un portrait apocalyptique du web, mais est en train de faire bouger malgré tout les lignes dans les grands médias. Parce que... les réseaux sociaux font que certaines choses ne peuvent plus être ignorées, il ne peut plus y avoir un décalage. Si vous voulez, avant, on ne voyait pas directement la colère des gens. Bon, il y avait le courrier des lecteurs, mais c'était plus compliqué. Là, il y a les commentaires, il y a les articles de blog qui font circuler parfois de la vraie information. Et donc, je pense que les médias traditionnels sentent malgré tout qu'ils sont à la remorque, qu'ils sont quand même dans une situation économique très difficile. Et on n'y est pas encore, parce que malheureusement Internet c'est gratuit et on ne vit pas de ça, mais le combat finalement citoyen sur Internet, même si ça fait un peu con, enfin un peu creux encore une fois de dire ça, mais c'est vrai, fait bouger les lignes, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc je crois que les choses peuvent bouger si chacun se prend en main et s'affirme aussi, ce qui est intéressant. Je pense que c'est aussi dû à Internet, puisque les gens voient qu'ils ne sont plus seuls. À mon époque, je me sentais quand même très seul, pourtant je ne suis pas très vieux. Voient qu'ils ne sont plus seuls et ont tendance à se rassembler, à se réunir et à tirer groupé. Et je pense que ça, c'est une force. Donc j'ai envie de vous dire continuez. Voilà. Je vais simplement reprendre le fil de ce que vient de vous dire Alexandre en y ajoutant un point de vue qui sera en quelque sorte un pas de côté. Mais il se trouve que, comme je suis beaucoup plus vieille, et je vais vous parler d'abord de mon propre engagement parce qu'il n'y a jamais de hasard. Alexandre disait qu'il s'était sans doute engagé grâce
ou à cause de l'éditorial de Serge July. Pour ma part, mon premier souvenir d'émotion politique date de 1992. C'est le débat à la Sorbonne entre François Mitterrand et Philippe Séguin, retransmis à la télévision, j'avais 17 ans à l'époque. Et tout à coup, j'ai compris ce qu'était la politique. Et pourtant, Dieu sait qu'on connaît depuis les coulisses de ce débat, la gêne de Philippe Séguin qui découvre la maladie de François Mitterrand et qui n'ose pas attaquer François Mitterrand, qui est largement en dessous de ce qu'il aurait pu être. Mais il y avait dans ce débat tout à coup des enjeux qui m'ont semblé absolument essentiels. Et j'ai compris que quelque chose se jouait. Et je pense qu'il faut aujourd'hui réécouter le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale sur la question de Maastricht pour comprendre que tout était déjà écrit et que ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'est l'Europe aujourd'hui, pouvait être prédit à ce moment-là. C'est là que tout s'est joué. Sauf que ce débat a été pour le moins escamoté. Bien sûr qu'un référendum a eu lieu, bien sûr que démocratiquement, la France a voté pour Maastricht, mais déjà, il y avait une pression idéologique, une pression médiatique qui a faussé totalement la donne. Et tout cela n'a fait que s'amplifier dans les années qui ont suivi, jusqu'à ce moment où le décalage démocratique nous a explosé à la figure, qui est le référendum constitutionnel de 2005. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est apparu clairement que les médias n'avaient pas joué leur rôle. Je pense que les journalistes sont aujourd'hui une des professions les plus détestées et les plus méprisées en France, pire que les hommes politiques, il faut le faire, forcément. Pire que les flics et les prostituées. Voilà, les collecteurs d'impôts, tout, nous sommes en dessous. Et il y a une raison. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous laisser totalement indifférents. Il y a un moment où il faut se poser la question de notre responsabilité. Et cette responsabilité, elle a éclaté à ce moment-là. Je l'ai vécu à l'époque comme journaliste à Marianne. Alexandre rappelait que c'est un des rares journaux qui a essayé de faire vivre le débat et qui du coup est apparu comme étant un journal étendard du non au référendum, alors que, comme dans tous les autres journaux, l'ensemble des éditorialistes, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient donner leur avis, votaient oui. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que les journaux sont des entreprises comme les autres et étaient un reflet de la sociologie française, à savoir que la base votait majoritairement non et les élites votaient majoritairement, très majoritairement oui. C'était vrai dans toutes les strates de la société française et c'était vrai dans les organes de presse. Sauf que dans un organe de presse, dans un organe médiatique, les journalistes de base n'ont pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés donner leur avis. Ceux qui donnaient leur avis votaient oui, à Marianne comme ailleurs. Et ça nous révèle, tout simplement, à quel point, en fait, ce n'est pas un diptyque Europe-Média, c'est un triptyque Europe, médias, démocratie. La question qui se joue, c'est celle de la démocratie. Comment ça a fonctionné à ce moment-là? Qu'est-ce qu'a révélé ce moment-là? Le fait qu'il y avait, selon les mots de l'historien américain Christopher Lasch, une sécession des élites. Les élites n'avaient plus les mêmes intérêts que le peuple. Les élites avaient délaissé la question nationale pour se porter vers des intérêts qui, au contraire, devaient s'affranchir de la nation pour pouvoir jouer dans une économie mondialisée. Et le peuple se retrouvait bêtement avec son suffrage de citoyen qui ne valait plus rien, et on lui a expliqué que son vote ne valait rien, que tout cela, finalement, n'était qu'une comédie. Ce qu'on a rejoué à propos de la Grèce. Et l'ensemble des déclarations politiques au moment du référendum grec est absolument édifiant. C'est-à-dire qu'on explique que ce référendum n'est qu'une mascarade et que de toute façon un référendum ne doit pas changer les choses. Parce que la souveraineté du peuple n'est qu'une fiction. Ce qui se joue là, c'est la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qu'il y a de plus, de plus fondamental dans l'idée démocratique. Cette idée d'un peuple souverain, elle naît avec la Révolution française et c'est une oxymore.
c'est un oxymore, pardon. Le peuple souverain, c'est l'idée qu'en fait, le peuple tout à coup devient majeur. Il n'est plus mineur, soumis à la décision d'un roi, d'un père. Ça s'appuie sur quoi, ce peuple souverain? Ça s'appuie sur deux idées. La nation est souveraine, c'est-à-dire le peuple rassemblé va décider librement de son destin, et l'individu est souverain, c'est-à-dire que l'individu peut délibérer en usant de son libre arbitre pour décider dans quel sens il veut aller. Ce qui, accessoirement, implique une éducation qui fonctionne. Dans un pays où l'éducation est massacrée, il n'y a plus de souveraineté. D'où l'importance de l'école dans un système républicain. Mais toujours est-il que, quand on regarde de 1992, Maastricht, jusqu'à 2005, le traité constitutionnel, jusqu'à aujourd'hui, le débat sur les intellectuels qui font le jeu du Front National, tel qu'il a surgi dans la presse, quel est le mot qui revient systématiquement? C'est le mot de souveraineté. Si vous regardez la façon dont a été posé dans la presse ce débat sur les intellectuels qui auraient basculé à l'extrême droite, systématiquement, au bout d'un moment dans les articles, expliquant que Michel Onfray, qu'Alain Finkielkraut et que quelques autres étaient des crypto-fascistes, ce qui surgissait, c'est « mais ils sont souverainistes ». C'est-à-dire qu'ils sont pour la souveraineté du peuple. Mon Dieu, quelle horreur! C'est excessivement révélateur. Donc en fait, dans ce débat sur l'Europe qui se joue depuis 1992, il y a la question démocratique. On la retrouve d'ailleurs dans un débat qui ressurgit aujourd'hui à travers cette question des intellectuels. L'essai dont vous avez sans doute entendu parler de Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Ce livre a été publié en 2002. Là encore, ça a un sens dans l'histoire des idées. Ce livre a été publié en 2002, il est republié aujourd'hui. En 2002, il faisait suite, évidemment, à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il s'agissait de montrer que des intellectuels avaient préparé ce basculement, avaient fait le jeu de l'extrême droite, et en particulier des intellectuels venus de la gauche. Et là, on trouvait en vrac des gens qui n'avaient rigoureusement rien à voir entre eux, que ce soit des gens comme Marcel Gauchet, comme Pierre Manon, comme Alain Finkielkraut, des écrivains comme Dantec ou Houellebecq, qui pour le coup n'avaient jamais vraiment été à gauche. Enfin, bon. Et tout ça était mis dans un même sac pour expliquer que ces gens-là, dans leur discours, mais de façon sous-jacente, remettaient en cause la démocratie. Et quand ils s'exprimaient sur la nation, sur la notion de, on va dire, d'émancipation, sur les questions d'immigration, sur les questions de... Voilà, tout ça, sur les questions d'identité, tout cela, en fait, c'était pour attaquer la démocratie et expliquer que les êtres humains ne sont pas égaux entre eux. On est au défi de trouver chez Marcel Gauchet l'idée que les hommes ne sont pas égaux entre eux. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais bon. Ça, c'est en 2002. Ce texte ressurgit aujourd'hui parce qu'en fait, il s'agissait de reprocher à ces intellectuels de remettre en cause le monde tel qu'il était et de se poser la question démocratique. Tous ces intellectuels avaient en commun une chose, le fait de se questionner sur la réalité démocratique de notre système, et notamment à travers la question européenne. Parce que l'Europe a été construite petit à petit en s'éloignant de la volonté des peuples, en évitant à tout prix de leur poser la question. Et d'ailleurs, il est très frappant de voir que lorsqu'on interroge aujourd'hui des politiques qui ont participé activement à cette construction européenne, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit, je ne sais pas, ce matin encore, j'avais en face de moi Henri Nallet, ancien ministre de l'Agriculture, qui a traité les questions de politique agricole commune, des choses comme ça. Tous ces gens-là ne sont jamais responsables. Ils expliquent qu'en effet, aujourd'hui, l'Europe est devenue cauchemardesque, qu'aujourd'hui, elle ne correspond pas aux rêves des pères fondateurs, que, par exemple, la question de la concurrence libre et non faussée n'avait rien à faire dans l'idéal européen, qu'il s'agissait au contraire de mettre en place une préférence communautaire, c'est-à-dire une protection des citoyens
de cette entité, des peuples européens qui devaient, parce qu'ils étaient à peu près dans des situations cohérentes et égales, pouvoir commercer entre eux, pouvoir échanger entre eux et progresser ensemble. Donc ils admettent tous que c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Mais ça n'est jamais de leur faute. Et tout ça s'est passé sans que personne ne soit réellement responsable. Et ça s'est passé avec la bénédiction des médias qui ont joué un rôle dans cette transformation de l'idéal européen en pensée religieuse. Parce que c'est en fait totalement cela qui s'est passé. Alexandre tout à l'heure évoquait le vocabulaire des médias autour de la question européenne. Et quand on l'analyse réellement, on s'aperçoit que c'est un vocabulaire purement religieux. On est dans la question de l'exclusion des hérétiques, dans l'idée d'une sorte de téléologie qui permet d'imaginer un paradis sur Terre où tout se passera mieux, tout ira bien. Voilà. Tout ça est en contradiction totale avec la réalité. Mais ça n'est pas grave puisqu'on y croit. Il ne s'agit pas d'analyser, il n'est pas question de rationalité. Donc, on met en place des mots qui sont censés installer une réalité autre. Et les médias participent de cela et forment une sorte de clergé dans cette question-là. Pourquoi? Mais avec la meilleure volonté du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il s'agirait là d'un grand complot. Il y a, et là je rejoins totalement Alexandre, il y a la conjonction de deux facteurs. Le facteur économique, à savoir que la pression économique interdit de penser les choses et de prendre du recul, et un facteur sociologique, dans le sens où on a des journalistes qui croient réellement à ce qu'ils écrivent, parce qu'ils fréquentent des milieux où cela se dit, où cela se fait, où cela se pense, où il est hors de question de penser différemment. Et s'ils veulent tout simplement apparaître comme des gens raisonnables, il s'agit de penser de cette façon-là. Celui qui a résumé tout cela s'appelle Alain Minck, quand il a produit ce concept extraordinaire du cercle de la raison. Il ne faut pas sortir du cercle de la raison. Donc à partir du moment où on émet une idée différente, on est tout à coup en dehors de ce cercle merveilleux où les gens œuvrent pour le bien commun. Tout cela est évidemment le résultat d'une histoire. Comment en est-on arrivé là? On pourrait éventuellement revenir plus loin en arrière, en 1983 par exemple, au moment où, dans le monde entier, petit à petit, des verrous ont sauté, c'est-à-dire qu'aux États-Unis avec Reagan, en Angleterre avec Thatcher, on a petit à petit financiarisé l'économie, détruit tout ce qui permettait de limiter les appétits du libéralisme. Eh bien, en France, François Mitterrand constate l'échec de sa politique, de la politique mise en place à partir de 1981, et il est confronté à un choix. Soit il décide de protéger cette économie qu'il essaye de mettre en place pour essayer d'être fidèle à ce qu'il a proposé, et dans ces cas-là, il doit sortir du serpent monétaire européen, il doit assumer de contrevenir à ce mouvement de dérégulation généralisée, soit il rentre dans le mouvement. Mais dans ces cas-là, évidemment, il faut remplacer la mythologie de gauche par autre chose. On ne peut pas servir au peuple l'idée que on s'est trompé, on va rentrer dans le rang. Donc qu'est-ce qu'on invente? On invente deux choses. On invente SOS Racisme, et le différentialisme, et l'idée qu'il y a des nouveaux prolétaires qu'il faut sauver, et on invente l'Europe. L'Europe comme nouvelle religion qui va remplacer l'idéal d'émancipation de la gauche tel que l'avait développé l'ensemble de la gauche française depuis le programme du Conseil national de la résistance. Et en fait, c'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Alors, je le résume de façon un peu brutale, comme si tout s'était joué en 83, mais on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu des choix à opérer et on a accepté. Et si vous analysez le fonctionnement, la façon dont l'Europe s'est mise en place, la façon dont, à partir de ces années-là, elle se met en place comme une forme de technocratie ultralibérale qui sort totalement de tout ce qui devait être mis en place, de tout ce qui était la construction européenne, tout cela a été fait essentiellement par des Français, par Jacques Delors notamment, et par tous les gens qui ont travaillé à tout cela. Ce sont eux qui ont
construit l'Europe telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une Europe non démocratique. Et c'est ça qui est apparu petit à petit au cours des années. Mais tout cela pouvait se voir. Je lisais il y a quelque temps, justement parce que c'était les 10 ans de ce fameux référendum sur le traité constitutionnel, je m'étais replongée dans des textes, et en particulier dans des textes de Cornelius Castoriadis, il faut toujours relire Cornelius Castoriadis, et je trouve une interview qu'il avait donnée à l'époque dans l'événement du jeudi en 1995, au moment des grandes grèves de 1995. Je ne sais pas quel âge vous avez, allez-y, faites-moi mal. Vous êtes né en quelle année, à peu près? Oui, voilà, c'est ça. Génération Maastricht. Donc, si vous avez une vague idée de ce qu'ont pu être les mouvements de grève de 1995, Jacques Chirac est arrivé au pouvoir sur un programme. Il faut lutter. Il y a en France une fracture sociale et il faut combler cette fracture sociale. Discours qui lui avait été fourni, notamment par Henri Guénaud, c'est-à-dire par un séguiniste. On était donc dans la ligne de ce gaullisme social qui s'était opposé à Maastricht. Et puis, Jacques Chirac arrive au pouvoir. La logique, pour la suite de cette campagne, eût été évidemment de nommer Philippe Séguin Premier ministre, mais non, il choisit de nommer Alain Juppé. C'était mon premier vote, moi, en tant qu'électrice. Premier cocufiage politique, on s'y fait, on s'habitue, c'est la première fois. Et donc, Alain Juppé, immédiatement, met en place une politique qui est une politique déjà, même si à l'époque on ne voyait pas forcément ce mot-là, d'austérité, c'est-à-dire qu'il s'agit de rentrer dans les critères qui doivent être les critères européens qui vont permettre d'accéder à la monnaie unique, etc. Donc, des choses d'ailleurs pas forcément irréalistes ou idiotes, hein. Je veux dire, revenir sur les régimes spéciaux de la SNCF ou ce genre de choses peut en effet ne pas être forcément contestable, mais tout ça se fait dans une certaine brutalité et le pays est entièrement bloqué. Un mois de grève générale. À l'époque j'étais étudiante, il n'y avait plus un train de banlieue qui circulait. Quand on voulait faire ses études à Paris, il fallait trouver quelqu'un pour voyager, il fallait prendre un vélo, il n'y avait plus rien. Décembre 95 a été... Alors, avec un débat à l'époque, pour savoir si ce mouvement était la dernière trace d'un mouvement ouvrier tel qu'il a pu en exister au XXe siècle et qui finalement allait s'essouffler parce que tout ça était très ringard, ou le début d'un mouvement de contestation qui allait, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque l'altermondialisme, changer les choses. Et le débat de l'époque était là-dessus, avec des intellectuels qui se déchiraient pour savoir s'il fallait soutenir ce mouvement ou pas. Donc Pierre Bourdieu, à l'époque, avait publié une pétition pour soutenir le mouvement de grève. Et Cornelius Castoriadis, à l'époque, avait refusé de signer cette pétition, mais il avait aussi refusé de signer la pétition de soutien à la politique d'Alain Juppé, mise en place par d'autres intellectuels et par certains syndicats comme la CFDT. Et il s'en expliquait dans l'événement du jeudi. Et que disait-il? À un moment, le journaliste lui posait la question, mais finalement, on nous avait dit qu'avec Maastricht, tout cela allait se régler. Maastricht, c'était la prospérité, c'était la paix, c'était le plein emploi. Et là, on est en 95 et Castoriadis dit, mais évidemment, tout cela est aberrant. Il explique, écoutez, quand on voit, je vous invite à aller relire ce texte, il est assez étonnant, quand on voit que la politique monétaire de l'Europe est faite à Bonn, et que c'est donc une politique fondée sur un euro qui est en fait un marque fort qui est en train de ruiner nos économies. Des économies différentes ne peuvent pas fonctionner correctement et donc il y en a qui vont s'appauvrir et il explique, voilà, si on fait le choix de lutter uniquement contre l'inflation, on aura un chômage de masse. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui économiquement était déjà écrit dans le texte de Castoriadis. Donc il y avait moyen de le savoir. Mais c'était totalement marginal, indicible. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce discours religieux auquel les médias ont participé frénétiquement. Et encore une fois, c'est un mélange
de processus idéologiques et de processus sociologiques. Sociologiques dans ce que sont les médias aujourd'hui, et ça Alexandre l'a très bien expliqué, et idéologiques parce que dans une période justement de fin des idéologies, de crise du politique, il fallait se trouver une religion de substitution qui prenne acte du fait que toute alternative au capitalisme avait échoué et que donc il fallait accepter l'avènement de ce monde ouvert où la concurrence serait libre et non faussée. On est en train de voir les limites de cela. Pourquoi? Parce que le réel s'impose et que le réel nous prouve que ce qu'avait prédit par exemple un Castoriadis est en train d'arriver. On a un chômage de masse, on a une inflation qui est nulle, on est à la limite de la déflation et tout ça est en train de ruiner totalement les économies européennes avec un décrochage de tous les pays qui sont concurrents de l'Allemagne, puisqu'il y a bien une concurrence et non pas une alliance sympathique entre pays frères. Donc, les médias peuvent-ils changer leur façon de traiter ces questions-là? Aujourd'hui, tout de même, il est possible de dire des choses. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait une chape de plomb idéologique qui pesait, il y avait des choses qui étaient impossibles à écrire dans des journaux si on n'avait pas forcément envie d'apparaître immédiatement comme un ignoble fasciste nationaliste, etc. Il fallait l'assumer, cette étiquette. Donc, et si on n'assumait pas, c'était terminé, rien n'était possible. Aujourd'hui, tout cela a quelque peu changé et en effet, c'est dû à l'émergence d'abord de paroles alternatives. C'est dû également au fait que différentes figures ont surgi, que les lignes idéologiques ont bougé et donc ont permis, par exemple, dans les milieux intellectuels, de faire entendre des voix différentes. Encore une fois, que l'on partage ou pas ces voix-là, il y a une diversité qui a surgi qui n'existait pas il y a encore 10 ou 15 ans. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de la façon dont les médias traitent les questions parce que, et là je rejoins totalement Alexandre, la question économique est le point aveugle de tout cela. C'est-à-dire que autant sur les questions de société, les questions de sécurité, d'immigration, des choses peuvent être dites, ça a changé. Autant sur les questions économiques, il y a encore une incapacité des médias à traiter les questions. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est le vrai enjeu. Là, je ne sais pas, je dois avoir un vieux fond marxiste, mais il me semble que l'économie est quand même... C'est là qu'on touche aux choses essentielles. Et donc, c'est là qu'il n'est plus possible de faire paraître des articles qui pourraient gêner, qui pourraient déranger. Dans un journal, vous pouvez écrire relativement simplement, bon, pas forcément partout, hein, mais ce que vous voulez sur la crise des migrants, sur Cologne, sur tout ce que vous voulez, les frontières, Schengen, ça va, ça c'est possible. En revanche, allez écrire quelque chose sur la désindustrialisation de la France, sur la question de savoir pourquoi nous avons abandonné des fleurons de notre industrie, pourquoi Sanofi est en train de vendre son pôle vétérinaire aux Allemands, ce qui est une aberration totale si on prétend maintenir une agriculture à peu près correcte. Ça, rien. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des enjeux financiers absolument énormes. Et c'est sans doute aussi pour ça que dans cette question européenne, le sujet qui n'est jamais traité, ou alors de façon totalement anecdotique, c'est la question du traité de libre-échange. Ce sont les normes qui vont diriger nos vies dans les décennies à venir. C'est un sujet absolument essentiel et vous ne trouverez jamais dans les médias, dans la presse, un décryptage réel. D'abord, une demande tout simplement démocratique pour savoir ce qui est en train d'être négocié exactement, parce que c'est impossible actuellement de le savoir. Tout cela se fait dans le dos des peuples, de façon secrète, et la presse, de ce point de vue-là, ne joue pas son rôle, n'alerte pas, n'essaye pas d'en savoir plus. Et là, on voit les limites de l'ouverture, on va dire du pluralisme qui a surgi ces dernières années. Donc vous voyez qu'il y a un travail absolument énorme à faire, mais ce travail nécessite de s'affranchir de certaines habitudes, de s'affranchir de certains conformismes, et ça nécessite d'avoir, j'allais dire, le recul suffisant pour justement ne pas accepter le langage qui est servi. Parce que je crois que, et c'est vrai qu'Alexandre l'a dit, la question du mot, la question de la langue est cruciale. Quand on veut faire un travail journalistique, il faut maîtriser la langue pour ne pas être
dépendant de la langue du communicant qu'on a en face de soi. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que des communicants, que ce soit en politique ou ailleurs. Or, aujourd'hui, nous avons des jeunes journalistes qui n'ont pas forcément ce recul-là, parce que ce n'est pas dans les écoles de journalisme qu'on forme à la lecture des classiques, qu'on enseigne un peu d'histoire politique, un peu d'histoire des idées, ce qui permettrait justement de s'affranchir de tout cela. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est là, et je pense que eh bien, c'est avec les jeunes générations qui vont aller lire même de l'histoire romaine, aller lire de l'histoire grecque, du Thucydide, c'est avec des gens comme ça qu'on va pouvoir lutter contre le conformisme médiatique aujourd'hui. Merci mille fois, merci infiniment pour vos deux interventions. Avec Com, nous voulions poser quelques questions, mais je pense qu'il est déjà 25, alors on va peut-être laisser... tant mieux. Et donc on va laisser la parole à la salle, donc si vous avez des questions sur les interventions... Oui. Est-ce que ce constat sur les médias français, vous le faites aussi pour les médias étrangers au sein de l'Union Européenne? Je prends un cas que je connais qui est un peu particulier, c'est-à-dire qui est celui du Royaume-Uni, où pour le coup la critique vis-à-vis de l'Union Européenne n'est pas du tout la même que la nôtre, qui se fait sur la base de dire que l'Union Européenne est un espèce de consortium soviétique qui empêche un véritable libéralisme d'être mis en place. Donc est-ce que vous faites ce constat, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour les autres pays européens, si vous avez pu observer le processus? Le Royaume-Uni est très à part, et ce qui est toujours très amusant pour des Français, c'est de voir à quel point justement le concept de souveraineté semble une évidence au Royaume-Uni, à savoir qu'il n'y a aucun complexe à défendre les intérêts d'un pays. Donc évidemment que ce n'est pas le même traitement. Après, sur les autres médias européens, il faut bien comprendre que contrairement à ce qu'on a voulu croire, on n'a pas aboli l'histoire. Et donc chaque pays a son histoire et donc un rapport très spécifique non seulement à l'Europe, mais aux politiques en général. Donc dans chaque pays se pose la question de façon différente. Si vous regardez l'Espagne par exemple, en Espagne, les choses se posent de façon radicalement différente. Pourquoi? Parce que le franquisme est encore très présent. Non seulement il est très présent, mais en plus il est totalement admis. Il y a toute une part de la presse de droite espagnole qui n'a absolument pas fait la critique du franquisme et qui est totalement dans des concepts franquistes. Donc, en face, on a une extrême gauche. Quand je dis extrême gauche, d'ailleurs, enfin, je ne considère pas que Podemos soit forcément de l'extrême gauche, mais en tout cas, disons, des mouvements de gauche qui s'expriment, qui peuvent traiter les choses de façon totalement différente. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je crois que l'histoire permet de comprendre le traitement très spécifique et le fait qu'en France, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était des Français qui avaient libéralisé l'Europe et qui l'avaient rendu totalement technocratique. C'est qu'en France, nous avons promu cela pour des raisons très précises. Les autres pays n'ont pas fait totalement ça, mais ils ont aussi cette pression idéologique et quasiment religieuse sur l'idée européenne. Oui. Mais un peu pour aller dans le même sens, est-ce que c'est pas réduire un peu les choses, d'associer un peu systématiquement la critique de l'Europe à la critique du libéralisme, alors qu'on peut tout à fait aussi critiquer cette Europe-là d'un point de vue libéral, comme ce qui vient d'être dit. En fait, moi je pense qu'on peut dire que l'Europe c'est un monstre qui correspond à aucun optimum, ni un optimum libéral, ni un autre. C'est un monstre techno-libéral, j'ai envie de dire, parce que c'est le pire de la technocratie, puisque effectivement c'est des milliers de fonctionnaires et un modèle extrêmement technocratique, et le pire, je dirais, du néolibéralisme. C'est vrai que les mots sont piégés, les mots y compris le libéralisme, c'est le pluralisme et la concurrence. Donc moi je suis assez favorable au libéralisme des petits entrepreneurs, des petits artisans, des petits commerçants. Et là c'est vrai qu'on ne devrait pas parler de libéralisme, mais plutôt de communisme privatisé. Donc, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général on emploie ce néologisme, mais qu'il faudrait définir, qui est néolibéralisme. C'est une forme très particulière du libéralisme. Qui s'appuie sur la financiarisation de l'économie. Or, il me semble qu'un libéralisme originel et intelligent ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a le pire, c'est ce que tu disais, le pire de ce néolibéralisme,
sur des bases qui sont celles de la concurrence libre, mais totalement faussées, et une espèce de bureaucratie qui est d'autant plus importante que les États sont impuissants. Et c'est ce qu'on voit aussi en France. Parce que dans ce débat sur le libéralisme, il me semble que les mots sont totalement piégés. J'entends d'un côté des gens qui me disent on vit dans un univers ultralibéral, c'est affreux, etc. Et d'autres qui me disent mais c'est totalement soviétique, communiste, on est libre de rien, il y a des normes partout. Mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais parce que justement plus l'État est impuissant et plus il produit de la norme. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, à la fois en France et en Europe. Et si je puis me permettre, pour compléter, pour vous réconcilier, il y a beaucoup d'économistes, et notamment Jacques Hadda, qui a écrit La mondialisation de l'économie, qui définissent le néolibéralisme comme la régulation de la dérégulation. Et donc c'est ce qui explique qu'il y a une somme incroyable de règles pour finalement aboutir à une immense dérégulation de l'économie. Mais avec des règles, parce que finalement, en fait, c'est le juge qui va condamner toutes les entraves à la liberté. Donc on pourrait croire que c'est pas libre du tout. Mais en fait, c'est seulement le politique qui n'est plus libre dans le système. Garen. Alors justement, pour parler du libéralisme, dans la Évidemment. français, même les réactionnaires sont de gauche. Donc, le problème, c'est, est-ce que, à part Éric Brunet, il n'y a pas un seul... Ah bah tiens. Vous n'êtes pas d'accord? Un problème de pluralité. Disons que je pense qu'il faudrait aujourd'hui s'entendre sur ce qu'on appelle la gauche et la droite. Et nous avons un véritable problème qui est que les catégories de gauche et de droite en France sont totalement biaisées et ne correspondent plus au véritable clivage idéologique. Mais cela dit, là où vous avez raison, c'est que quand on regarde quand on fait des enquêtes chez les journalistes aujourd'hui, bien entendu qu'ils se situent spontanément dans la très 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 grande majorité à gauche. Mais après, je pense que ces catégories-là ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que moi j'aurais du mal à vous dire exactement où je me situe. Vous voyez ? Alors, je pense que vous me situeriez spontanément à gauche. Oui, plutôt, oui. Voilà. Ce qui me semble en effet assez logique. Et en même temps, il y a quand même une grande majorité de mes gentils collègues qui me situent totalement à droite. Parce qu'en fait, c'est pas Pourquoi? le sujet. Eux, Mais ils bien parlent sûr. de société, et moi, je parle d'économie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les questions économiques, en effet, j'ai un fonds marxiste, les questions économiques sont cruciales. Mais je crois surtout qu'il faut redéfinir, non plus en fonction de la gauche et de la droite, qui sont des étiquettes biaisées, mais en fonction de deux axes. Je pense qu'on ne peut situer les gens idéologiquement aujourd'hui que sur deux axes et pas sur un seul. Ces deux axes sont, premièrement, la question de la globalisation et du libéralisme, mais je crois que c'est surtout la globalisation, plus que la question du libéralisme. C'est-à-dire, accepte-t-on aujourd'hui cette économie financiarisée et globalisée qui relève d'une forme d'impérialisme? Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, la question du rapport au progrès, qui est, à mon avis, crucial. Comment définit-on aujourd'hui le progrès? Est-ce qu'on continue à le définir comme l'association entre un modernisme technologique qui consiste à croire que toute nouveauté technologique est forcément bénéfique, et un développement indéfini des droits individuels? Ou est-ce qu'on récuse cette définition du progrès? Et je crois que si on croise les deux axes, là on arrive à situer de façon à peu près cohérente tout le monde. C'est en gros aujourd'hui le progrès c'est tout ce qui est nouveau et non pas ce qui est mieux. Exactement, mais c'est la phrase de George Orwell: quand on me présente un progrès, je demande d'abord si cela nous rend plus humains ou moins humains. Il me semble que c'est la seule définition que nous devrions adopter du progrès. Oui. Est-ce que le peuple est infaillible? Est-ce qu'en démocratie c'est possible de faire des choses contre le peuple? Ou par exemple, quand Mitterrand a aboli la peine de mort, est-ce que c'était une erreur? Alors que la majorité était... Non. Tu veux répondre? Je sais pas si j'ai un avis là-dessus. Moi j'ai tendance à penser que la démocratie c'est le gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Oui, mais j'ajouterais quelque Je sais pas chose. si le peuple attend. J'ajouterais que sans un peuple éduqué, la démocratie c'est la tyrannie des imbéciles. Que donc il y a des cas où il faut aller contre le peuple parce qu'en fait on devance le peuple. Et c'est typiquement le cas de la question de la peine de mort. En revanche, sur la question européenne, on voit bien qu'on n'a pas devancé le peuple, on est allé contre le peuple. Ce qui ne se pose pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que là, dans la mesure où ce qui a été mené comme politique aboutit
à une destruction des emplois, à une désindustrialisation massive, à une destruction des modes de vie, à une désocialisation. C'est tout le tissu vital des pays européens qui est en jeu. Donc là, on ne peut pas dire que les experts ont raison d'aller contre le peuple. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, qu'en gros, ils voient avant le peuple, qui est un peu crétin, et donc qu'il faut leur faire confiance, ils savent où est le bonheur du peuple avant lui. Ce n'est pas la même chose que sur des questions morales comme celle de la peine de mort. Où là, en l'occurrence, en effet, on est dans un progrès moral parce qu'on va dans la logique de ce qu'étaient les droits de l'homme tels qu'ils ont été définis. Vous voyez, c'est exactement comme si on analyse la façon dont petit à petit cette logique des droits de l'homme s'est développée pour aller vers le vote des femmes, vers l'égalité de droits politiques. Ça, c'est une logique. Ça, c'est un peu l'argument Ça peut finir par du droit de l'homme. contre la manifeste. C'est l'argument de ceux qui sont pour le mariage, par exemple, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut poser la question des droits individuels. C'est-à-dire à partir de quand tu es dans les droits libertés et à partir de quand tu bascules dans les droits créances et dans l'extension des droits individuels qui va parfois contre le bien commun. Je crois profondément qu'une des vertus... D'abord, je crois qu'il faudrait en revenir à la philosophie grecque et aux différents concepts de la philosophie grecque et notamment à une des vertus principales chez Aristote qui est la juste mesure. Tout ça est une question de juste mesure. Quand on va trop loin, on détruit. À la fois la question de la mesure et la question de la taille, et là c'est plutôt, je fais référence à Ivan Illich. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui, quand ils atteignent une taille critique, s'autodétruisent. Et nous le voyons aujourd'hui avec beaucoup de choses, que ce soit les systèmes politiques, que ce soit les progrès technologiques. On va prendre d'autres questions. Quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les médias justement qui regardent plutôt l'Europe, qui jettent un peu le bébé avec le vin, sur la question de l'euro notamment, je suis d'accord avec vous, l'euro c'est une catastrophe, mais économique, et Mitterrand a une responsabilité importante. Mais je veux dire, l'Union européenne, un marché commun, avant la mise en place d'une monnaie commune, ça marchait. Et tout le monde sait très bien que la France est fermée et qu'Allemagne utilise l'euro comme pour étrangler les économies faibles. Je veux dire, voilà, comment vous envisageriez l'idée d'une puissance, d'une alliance des États européens pour porter quand même des intérêts communs? C'est ça qu'on oublie un peu de dire. C'est-à-dire que sur des questions, je pense notamment à les négociations avec Google sur la taxation des profits de Google en Europe, je veux dire, c'est pas la France toute seule qui va les négocier contre comme ça. Donc il faut quand même arriver à comment on peut concilier. Bien sûr, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut sortir des catégories religieuses pour entrer dans les catégories politiques et débattre concrètement de ce que peut être une association de pays qu'on appellerait l'Europe. Parce que d'abord, il existe une civilisation européenne, et c'est une évidence, et elle existe du point de vue des modes de vie, du point de vue du droit, donc, puisque les deux sont intimement liés, et l'opposition au traité de libre-échange, elle relève de la défense de la civilisation européenne contre l'impérialisme américain. Donc nous avons des intérêts communs, nous avons une histoire commune, et notamment une histoire intellectuelle, culturelle, artistique, et c'est tout cela qu'il faut défendre. Sommes-nous obligés de le faire dans une entité qui justement nie cette histoire pour aller vers une neutralité de la régulation par le droit et le marché? Non, il y a d'autres possibilités. Et par exemple, on pourrait défendre un modèle qui serait une confédération d'États-nations. Des États-nations qui s'associeraient entre eux, notamment à géométrie variable, c'est-à-dire dans des projets précis à travers des coopérations renforcées sur tel ou tel domaine. Évidemment, des États-nations qui auraient des intérêts communs et qui auraient surtout des situations économiques à peu près semblables. Alors aujourd'hui, évidemment, on a le fait même, l'euro a provoqué des décrochages économiques dramatiques. Donc il faut remettre tout cela à peu près à niveau, et à partir de là, on peut discuter sur des associations libres. Mais ce qui a tué le rêve européen, c'est à la fois la marche forcée et l'élargissement à des pays qui, évidemment, n'avaient absolument aucune envie de développer une Europe politique
indépendante de l'impérialisme américain. Et c'est cela que nous payons aujourd'hui. Donc il y a des possibilités politiques. Je suis d'accord, le paradoxe, c'est qu'on a à la fois trop d'intégration par certains côtés, et en même temps, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de coopération. Et la question fiscale, c'est un exemple parfait. Quand on voit ce que fait Luxembourg, c'est juste une absence de coopération qui est complètement irrationnelle. Mais ça nous démontre bien que les gens qui se prétendent aujourd'hui pour une Europe qui serait plus intégrée et qui accusent les souverainistes dont je fais partie de ne pas vouloir l'Europe, sont en fait totalement à côté de la plaque. Bien entendu, l'Europe qu'ils nous proposent est une Europe du dumping fiscal, du dumping social, parce que c'est la même chose aussi. Pourquoi on a des agriculteurs aujourd'hui qui bloquent les routes? Pourquoi les éleveurs de porc bretons sont en train de crever? Parce que aujourd'hui, ils sont mis en concurrence avec une agriculture allemande qui est industrielle et qui produit des porcs à bas coût grâce à une main-d'œuvre venue d'Europe de l'Est qui est sous-payée. C'est-à-dire qu'ils utilisent les règles européennes pour détruire l'agriculture française. C'est une aberration, c'est le contraire de ce qu'était l'Europe quand elle a été fondée dans les années 50. Au départ, il fallait au contraire protéger les marchés, permettre de préserver les emplois, de préserver une forme d'égalité. On est dans la lutte des uns contre les autres. D'ailleurs, c'est une escroquerie intellectuelle de prétendre que cette Europe-là, c'est la paix et qu'en sortir, ce serait la guerre. Ce qui est d'ailleurs attristant, c'est de remarquer que des deux côtés, enfin, les deux idéaux ont perdu, dans le sens où ceux qui étaient partisans d'une Europe des nations ont perdu, et ceux qui croyaient aussi au rêve fédéraliste ont perdu aussi. Bien sûr. Et tous les deux au profit d'industriels et de technocrates. Oui. C'est dommage de voir qu'il n'y a que Philippe de Villiers qui soulève le problème. Pas seulement. Non, en tout cas, il n'y a que Philippe de Villiers qui soulève le problème de ce qu'il a vu de l'intérieur. J'ai pas entendu d'autres parlementaires. Alors, je vous invite à lire sur le fonctionnement européen. C'est vrai ce qu'en écrit Philippe de Villiers, mais aussi ce qu'en écrit José Bové, qui est un des rares députés européens qui bosse. Et qui donc, dans un livre qu'il a publié il y a 2 ans, raconte ce que c'est que le lobbying à Bruxelles. Et la façon dont lui a été confronté à cela. C'est édifiant. Alors le problème, c'est qu'il continue à dire mais il faut essayer de lutter de l'intérieur et tout. Moi, je pense que quand on a lu son bouquin, on se dit il n'y a rien à sauver. C'est une Oui, José Bové qui avait fait campagne pour le non en 2005. Oui. Mais après, Je ne connais pas ça, je l'ai. Oui. Sans tomber dans la voyance, mais qu'est-ce qu'il faut présager pour les 10-15 prochaines années qui viennent? Sur l'avenir de l'Europe? Est-ce qu'on va revenir en arrière? Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Alors, la question de l'optimisme, j'ai tendance à penser qu'un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Donc, je serais plutôt tendance pessimiste, là, dans le sens où ce qu'on voit monter, ce sont des haines et des tensions. Que tant que la question démocratique ne sera pas réglée, c'est-à-dire tant qu'on continuera à construire les systèmes politiques contre les peuples, on va faire monter ces tensions. Donc, j'ai beaucoup de craintes dans le sens où je pense que actuellement, par exemple, en France, je ne vois aucun homme politique qui propose une véritable alternative, qui propose un projet qui puisse rassembler et apaiser, parce que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, et qui dessine un avenir vivable. Et c'est vrai également, c'est vrai à l'échelle de la France et c'est vrai à l'échelle de l'Europe. Et donc je crains qu'il n'y ait des explosions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans cet état-là. On ne peut pas laisser le peuple grec en train de mourir avec des gens qui n'ont même plus de quoi se faire soigner leur cancer. On ne peut pas laisser des agriculteurs français en train de crever. Il y en a un qui se suicide tous les 2 jours. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Il suffit de vous balader en France dans n'importe quelle région. Vous voyez des villages où toutes les maisons sont à vendre, où il n'y a plus un commerce. Ça n'est pas tenable. Donc si on n'agit pas aujourd'hui politiquement, il y aura des révoltes sous quelque forme que ce soit, je ne peux pas dire quoi, ça je ne sais pas. Mais en revanche, il y aura des explosions de haine. Et c'est ce que je crains, et c'est pour ça que j'espère que nous pourrons l'éviter. On les voit déjà en fait. Oui, elles sont là. Si on regarde la Corse, les bonnets rouges, etc., on est dans une espèce de mouvement de reféodalisation. C'est un peu ce qui semble arriver, c'est-à-dire qu'il y a 2 solutions, soit les États-nations reprennent la main, soit on arrive autour de fiefs avec des grandes régions informes, enfin voilà, la disparition de l'État-nation en tant que tel
est possible. C'est l'enjeu, je pense, du futur, c'est de préserver ça qui va avec la démocratie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même rappeler que jusqu'à maintenant, ça changera peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, le seul cadre de la démocratie, c'est l'État-nation. Donc, si on veut réellement mettre en place une démocratie, si on est démocrate, moi j'accepte qu'on ne soit pas démocrate, hein, je veux bien, mais je préfère qu'on soit honnête dans ces cas-là. Je vais vous dire franchement, j'ai été confrontée pendant des années à des intellectuels, des journalistes qui, dans le débat, m'expliquaient, je me souviens tout simplement une fois, je disais voilà, il me semble, si on regarde l'évolution des dernières élections présidentielles, systématiquement la dynamique, donc la demande populaire, l'espoir, il se situait autour d'un discours gaulliste social pour faire simple. Que ce soit la fameuse fracture sociale de Chirac, que ce soit Chevènement en 2002 qui monte à 14% avec son discours totalement gaulliste social, Sarkozy en récupère plus ou moins une partie en 2007, alors avec d'autres choses totalement contradictoires, mais il y en avait un peu dans le discours de Guénaud, etc. Donc, voilà. Et à chaque fois, c'est ça qui provoquait une sorte d'engouement. Donc je disais, bah, écoutez, il me semble que ce qui est frappant, c'est de voir que c'est une demande d'une grande partie du peuple français, ils votent pour ça, et on ne leur fait jamais cette politique-là au pouvoir. Il serait peut-être temps de se poser la question. Et là, j'ai le souvenir d'un confrère journaliste, Christophe Barbier, qui me dit « Mais c'est normal, c'est un discours qui est fait pour se faire élire, mais après, une fois qu'on est au pouvoir, eh ben, évidemment qu'on fait autre chose. » Et je lui ai répondu, ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas démocrate, mais il faut le dire honnêtement. Vous êtes contre la démocratie, vous trouvez que les gens sont des cons, qu'il faut leur vendre de la soupe pendant les campagnes, et surtout ne pas faire ça parce que ce qu'ils veulent est déraisonnable. Très bien, mais dites-le, assumez. Même chose pour Alain Minc, j'ai déjà eu ce débat avec lui. Ça ne me dérange pas, on a le droit de dire les gens sont des cons, mais il faut l'assumer, or ça n'est jamais assumé. C'est ça qui me dérange. Oui. Oui, ça reprend un peu votre réponse. Est-ce que vous pensez qu'une véritable Europe fédérale, il y avait Victor Hugo qui parlait des États-Unis d'Europe, est-ce que vous pensez que c'est irréalisable, ou est-ce que vous pensez que c'est une utopie, ou alors est-ce que vous pensez que dans un certain cas c'est la seule chose qui peut se faire? Alors, tout dépend du périmètre de cette Europe-là. Tout dépend de l'évolution des peuples européens. Dans l'état actuel de l'Europe, je pense que pour l'instant, ce rêve-là est mort pour très très longtemps, parce que justement, on a laissé monter des haines, on a laissé les peuples dériver les uns en dehors des autres. Le rêve de Victor Hugo, il s'appuyait sur l'idée que l'Europe était une entité culturelle, que nous avions un passé commun, que nous avions une histoire commune et qu'il fallait développer cela. Dans un monde comme le nôtre, on a nié cette dimension culturelle, on a nié l'histoire. Je ne vois pas très bien comment on peut espérer faire une Europe fédérale avec des gens qui se sentiraient avant tout citoyens européens, alors qu'on produit par exemple une école où on n'enseigne quasiment plus l'allemand, c'est devenu quelque chose qui est en régression totale. Pourquoi? Parce qu'il faut un anglais de communication internationale, c'est plus utile, où on n'enseigne pas les cultures des peuples européens. Un simple exemple, quand il s'est agi de voter sur le traité constitutionnel européen, la seule et unique référence à un passé culturel commun des peuples européens, c'était un épigraphe en début du texte, qui a été retiré avant le vote. Donc quand on a voté sur le texte, ça y était déjà plus. Cet épigraphe disait « Nous appelons notre régime démocratie parce qu'il sert les intérêts du plus grand nombre et non pas d'un petit nombre d'individus. » C'est totalement anodin, hein, ça ne mange pas de pain comme phrase, c'est du Thucydide. C'est extrait du discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse, qui est justement sans doute la plus extraordinaire définition de la démocratie qu'on ait jamais écrite. Alors voilà, les gens qui avaient rédigé, la commission qui avait rédigé ça, avaient voulu mettre ça. Bon, ça a été effacé du texte final par un vote du Conseil des ministres des Affaires étrangères européennes par 23 voix sur 25. Les deux qui ont voté contre le retrait, c'était les Grecs et les Chypriotes. Tous les autres trouvaient qu'on pouvait balayer ce truc-là. Pourquoi? Quelles étaient les raisons pour lesquelles on a supprimé ça? Parce que Périclès était un chef de guerre, et qu'un chef de guerre, c'est pas bien. Et parce que la démocratie athénienne ne laissait pas voter les femmes, les esclaves et les métèques, et que ça non plus, c'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire que
on a préféré effacer le passé commun de l'Europe pour des considérations d'un anachronisme absolu. Et ça nous raconte pourquoi l'Europe fédérale aujourd'hui ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister parce que ça ne peut exister que dans une Europe culturelle, dans un véritable partage entre les peuples, ce qui n'existe pas quand on est dans une société totalement utilitariste qui nie la culture. Vous parliez tout à l'heure du lobbying au Parlement européen, de la question dont fonctionnent les organes européens. Du coup, la question avec les médias, ce serait pourquoi est-ce que personne dans les médias, est-ce qu'il y a des journalistes qui se préoccupent et qui ne travaillent que sur l'Europe, et est-ce qu'il y a des journalistes qui sont au Parlement européen pour voir tous les matins comment ça se passe, qui mettent les mains dans le cambouis et qui pourraient éventuellement dénoncer ça? Je ne sais pas, comme un journal, comme aurait fait il y a 50 ou 60 ans un journaliste qui aurait rédigé les choses qu'il a vues au quotidien au niveau européen. On avait envisagé de faire une enquête sur les correspondants à Bruxelles de tous les journaux. Tu te souviens? Oui, oui. Hein, on avait un grand projet là-dessus, parce que c'est tout un poème. Les correspondants à Bruxelles sont en général les grands prêtres, ou les premiers, on va dire, vous savez, dans la procession, c'est ceux qui vont être en tête et qui vont s'agenouiller et prier. C'est tout le problème, évidemment. C'est qu'il y a un manque total de recul de la part des journalistes qui traitent cette matière-là et qui, en général, choisissent d'aller à Bruxelles parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont les premiers à penser que c'est génial l'Europe, que c'est formidable. Donc on a très rarement de véritables enquêtes sur le fonctionnement interne de toute cette machinerie énorme. Mais évidemment que ça vaudrait le coup, bien sûr. Alors il y a quelques travaux, je citais le livre de José Bové, c'est très indigeste à lire, mais c'est une mine sur le fonctionnement précis de ce que c'est qu'un lobby, de ce que c'est que la prévarication, la façon dont on va essayer d'acheter des députés. Malheureusement, ce ne sont pas les journalistes qui font ce Christophe Deloire l'a un peu fait, mais je crois que vous dites, est-ce qu'il y a des journalistes qui sont là, sur place, etc. Oui, j'ai envie de dire, malheureusement, il y en a. Je suis pas sûr que pour connaître un milieu, il faille être tout le temps avec ce milieu-là. Le problème se pose aussi pour les journalistes politiques, où finalement, même pour continuer à avoir de l'information, ils deviennent les amis des politiques, et ils se vivent comme des politiques et des décideurs. Donc je ne suis pas sûr que l'idée d'avoir des journalistes en poste à Bruxelles, avec un certain nombre en plus de privilèges qui vont avec, soit très efficace pour avoir une information de qualité. Mais après, rien n'empêche de faire des enquêtes ponctuelles, etc. Le livre de Deloire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je pense que vous pourrez retrouver, est pas mal fait. Pour le coup, il n'était pas en poste à Bruxelles, il était directeur du CFJ à l'époque, et il enquêtait en parallèle. Et donc, et ça nous ramène à l'histoire du journalisme web, parce qu'effectivement, il y a encore quelques correspondants à Bruxelles, je ne suis pas sûr que ce soit un bien, mais pour les journalistes de ma génération, on n'est plus du tout spécialisé. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que le rôle c'est de bâtonner des dépêches, donc la vraie information elle est donnée par l'AFP, c'est eux qui sont les journalistes, qui la vendent, et les autres font quasiment plus de terrain, ce qui est quand même problématique, et non plus de recul sur l'information pour vérifier les faits, ne serait-ce parfois que simplement passer un coup de fil. J'ajouterais une chose, tu disais, il ne faut pas forcément être imprégné et être sur place, c'est vrai pour cette question-là, c'est vrai pour les journalistes politiques, et on pourrait parler des liens entre les journalistes politiques et les politiques, c'est une grande spécificité française, mais il y a évidemment une endogamie absolument effarante entre les deux milieux et qui interdit totalement toute information un peu distanciée. Mais il faut aussi se rendre compte qu'être sur place, en journalisme, ça ne fait pas tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut lire des livres et que c'est un corollaire indispensable. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, c'était à Marianne avec Jean-François Kahn, qui me racontait toujours cette anecdote. C'était pendant Septembre Noir, donc il était vraiment sur place, lui. Et même mieux que ça, tous les journalistes étaient réunis dans leur hôtel. Et lui était parti se promener ce matin-là. Il se promène dans les rues, puis tout à coup, ça se met à exploser tous les coins. Et les autres journalistes n'avaient plus le droit de sortir de leur hôtel. Il était le seul à être sur le terrain réellement, avec les factions qui se tiraient dessus. Ben, il n'a rien compris. Il ne savait pas ce qui s'est passé, il ne savait pas qui tirait sur qui. Et c'est quand il est rentré à l'hôtel le soir que ses collègues qui avaient vu
les chaînes internationales qui avaient pu appeler leur rédaction, etc., lui ont expliqué ce que lui avait vu, mais il n'avait rien compris. Pourquoi? Parce que quand on est sur le terrain, mais sans recul, sans connaissance, eh bien on ne voit rien. Donc la question, c'est celle du bagage qu'on apporte quand on va faire une enquête et quand on va observer un terrain. Et ce bagage, il nécessite d'avoir, enfin de connaître un peu d'histoire au sens large, d'avoir un peu de culture générale. Et je pense que c'est vrai dans tous les domaines journalistiques. J'ajouterais une anecdote marrante, parce que, à nouveau, sur les écoles de journalistes, j'ai eu un cours sur l'Europe qui était payé par je ne sais plus si c'est le Parlement ou la Commission, et donc on a eu 2 journées sur l'Europe, intégralement hôtel, train, intervenants, voilà, tout ça. Donc voilà. Et je sais même, et donc ils nous ont indiqué que si vous êtes journaliste, vous avez votre carte presse, ou peut-être même pas, si vous voulez faire un reportage sur un député européen, soit sur le Parlement, soit sur la Commission, il y a des budgets qui sont prévus pour, donc c'est pareil, ils vous payent le billet de train, et il y a même le studio de télé qui est à votre disposition, que vous pouvez réserver à l'avance. Donc voilà, c'est une information que je vous donne. Oui. Au-delà des questions médiatiques, j'aimerais savoir pour vous, pourquoi l'Union des Républicains des deux rives n'a jamais vraiment marché, alors même que la critique du mondialisme, la critique du néolibéralisme de l'Europe est très largement majoritaire au sein du peuple. Il y a différentes questions qui se sont croisées, me semble-t-il. Il y a une question, comment dire, tout simplement d'histoire personnelle des uns et des autres, c'est-à-dire que si vous regardez la façon dont ça s'est passé, il aurait pu y avoir ce moment-là en 2002 avec Chevènement. Il a essayé de faire se rejoindre ce qu'on appelait à l'époque les républicains des deux rives. Et je pense que quelqu'un comme lui, qui avait fondé le Parti Socialiste au Congrès d'Épinay en 1971, n'a pas réussi à rompre avec son histoire. Et je pense que en fait, il y a des questions de génération. On ne peut pas, quand les gens ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas franchir le Rubicon, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça c'est évidemment, s'y est ajouté une question idéologique, à savoir que ce fameux clivage gauche-droite était encore extrêmement fort, et que toute une partie des gens de gauche à l'époque, ceux qui, parmi ces républicains, étaient de gauche, ont estimé que malgré tout, il était très important de continuer à dire qu'ils étaient de gauche, donc qu'ils étaient dans le camp du bien. Que donc, il fallait se méfier de ces gens qui venaient de droite. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore journaliste, j'étais à Sciences Po et j'étais engagée politiquement, j'étais au cœur de la campagne présidentielle, j'étais membre du bureau national du pôle républicain. Et donc je me baladais un peu partout en province, j'allais assez en cours, je me baladais partout en province pour aller voir un petit peu les fédérations et tout. Et j'ai vu comment on va dire le mouvement des citoyens canal historique, c'est-à-dire ceux qui avaient suivi Chevènement depuis le Parti Socialiste, le CRS, etc., accueillaient à la Kalachnikov les gens qui venaient de l'extérieur, et notamment de la droite. C'était impensable pour eux, il y avait encore ancré au fond d'eux le fait qu'il valait mieux être de gauche à 2% que ensemble rassemblés à 14 ou 15%. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous regardez par exemple un Jean-Luc Mélenchon, là récemment, sur les questions de souveraineté nationale, de patriotisme, etc., il a évolué vers quelque chose qui est de plus en plus proche de la gauche républicaine traditionnelle, mais il reste totalement prisonnier de cette histoire de gauche. Et quand, par exemple, Chevènement a proposé une alliance entre Dupont-Aignan et Mélenchon, Mélenchon a dit non tout de suite. Hors de question de s'associer avec quelqu'un qui est classé à droite. Donc, il y a une aspiration de la part de la population qui sent que ce clivage gauche-droite est dépassé, mais chez des gens qui sont d'une certaine génération, qui ont vécu toute leur histoire politique, c'est encore impossible à dépasser. Donc je pense qu'il faut attendre que les générations politiques soient renouvelées. Donc quelqu'un de la société civile, est-ce que ça pourrait... Ah mais c'est le vieux rêve. Avec le système institutionnel qui se bloque. Mais voilà, le système institutionnel est verrouillé. Pour l'instant, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'émergence d'une candidature de la société civile. Et le principe des primaires est une étape supplémentaire pour empêcher le surgissement de quelqu'un d'autre. Le système est verrouillé. Donc pour l'instant, ça ne peut pas marcher. Peut-être que ça viendra, ou peut-être que ça surgira d'ailleurs. Une explosion, quelle qu'elle soit. Tu vas dire quelque chose ? Non.
Alors je suis désolée, il est presque l'heure. Je vais prendre peut-être 2 dernières questions, voire une. Oui. Pardon, tout à l'heure. Moi, je voudrais juste revenir sur une question dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est celle des frontières et de la question migratoire. Et il y a quelques temps, pendant le sommet à Davos, il y a Manuel Valls qui a dit dans une interview à la BBC que la question des frontières extérieures remettait en cause la question même de Schengen, c'est-à-dire que en mettant en cause les frontières extérieures, on mettait en cause aussi les frontières intérieures. On vient de nous sortir. Oui. Donc, du coup, je voulais juste savoir comment vous conceviez cette articulation On s'en va. entre les frontières extérieures et intérieures et la place de la question migratoire dans la critique de l'Europe. Pendant 30 secondes, bien sûr. Voilà. Non, juste pour dire que là aussi, on a touché à quelque chose de religieux, c'est-à-dire que Schengen a été vécu comme quelque chose de religieux et on n'a pas voulu voir que Schengen avait été pensé dans un monde de paix et dans un monde d'ouverture. Schengen a été conçu pour l'ouverture et donc n'est pas fait pour une situation où il s'agit de protéger et de réguler. Donc c'est ça le problème, c'est de n'avoir pas anticipé et de n'avoir pas pensé la façon dont on pouvait. Là, on laisse la Grèce aujourd'hui gérer ça de façon aberrante. C'est-à-dire que la Grèce est totalement seule et on vient de lui reprocher de ne pas savoir gérer, alors qu'on lui reproche également de ne pas avoir trouvé assez de postes de fonctionnaires. Vous voyez, il faut reprendre à la base le raisonnement pour essayer de comprendre comment il peut y avoir une véritable coopération entre les pays. Merci infiniment.